Les maladies osseuses constitutionnelles sont fréquentes avec plus de 460 maladies de gravité variable. Si une maladie osseuse constitutionnelle est très rare, l'ensemble des maladies osseuses constitutionnelles n'est pas exceptionnel. Elles sont souvent décrites dans la période pédiatrique, mais les problèmes orthopédiques se poursuivent à l'âge adulte. Ce sont des maladies génétiques, responsables d'anomalies osseuses et du cartilage par différents mécanismes, tels que des anomalies des protéines de structure, des anomalies d'un processus métabolique, des anomalies de régulation du cartilage de conjugaison, etc. Elles peuvent être responsables d'un handicap fonctionnel assez important par des destructions articulaires, des déformations osseuses, des complications neurologiques ou par la réduction de la qualité de vie. Le chirurgien orthopédiste peut recevoir un patient ayant une maladie osseuse constitutionnelle avec un diagnostic bien établi adressé par un pédiatre ou un généticien, comme il peut recevoir un patient pour une déformation osseuse, et c'est à lui d'évoquer le diagnostic de maladie osseuse constitutionnelle et d'organiser la prise en charge multidisciplinaire. Dans notre pratique quotidienne, on traite parfois des patients ayant une maladie osseuse constitutionnelle sans le savoir. Plusieurs patients de petite taille, des scolioses sévères, des ostéochondrites, des arthroses précoces sont de réelles maladies osseuses constitutionnelles, mais sans diagnostic évident. Donc, le médecin orthopédiste doit savoir ces maladies pour prendre ses précautions avant d'intervenir chirurgicalement et savoir quand intervenir, à quel âge intervenir et à quel stade d'évolution, et adresser le patient pour une prise en charge multidisciplinaire. Quels sont les principaux symptômes qui font évoquer la maladie osseuse constitutionnelle? La petite taille est le signe le plus fréquent, par atteinte de l'ossification encondrale. Puis, la dysmorphie faciale par atteinte de l'ossification membraneuse. Le diagnostic peut être évoqué aussi devant une incurvation de membre ou du rachis ou des limitations de mobilité articulaire, plus rarement devant des douleurs osseuses ou articulaires ou des fractures à répétition ou une image radiographique évocatrice. L'interrogatoire va rechercher s'il y a un autre membre de la famille ayant une petite taille. L'examen clinique va chercher si cette petite taille est harmonieuse, portant sur les membres et sur le tronc, ou bien seulement sur les membres ou seulement sur le tronc. Au sein d'un même membre, il faut déterminer le segment le plus touché et le plus court. On distingue ainsi les atteintes rhizoméliques par atteinte du segment proximal du membre, tel que les bras et les cuisses, ou bien l'atteinte mésomélique lorsqu'il y a atteinte du segment moyen du membre, tel que les jambes ou l'avant-bras, l'atteinte acromélique lors de l'atteinte du segment distal du membre, les mains ou les pieds, et l'atteinte micromélique lorsque tout le membre est atteint. Il faut déterminer aussi si l'atteinte est symétrique ou non, évaluer les amplitudes articulaires, le type de déformation et son retentissement fonctionnel, et faire un examen neurologique complet à la recherche de compression médulaire ou radiculaire. On demande des radiographies du squelette entier comportant des clichés debout, rachis entier, face et profil, bassin de face, membres et mains. Ce bilan radiographique peut être remplacé par le système EOS pour moins d'irradiation. Le scanner peut être utile pour faire des reconstructions 3D et l'IRM est nécessaire pour évaluer les structures non ossifiées telles que les épiphyses ou le canal rachidien. Sur les radiographies, il faut évaluer la densité, l'architecture et l'alignement de l'os, rechercher des stigmates de fractures pathologiques et évaluer les noyaux d'ossification secondaire. Si l'atteinte prédomine sur le rachis, on évoque plutôt les mucopolysaccharidoses et en particulier le morchio. Si elle prédomine sur les membres, on évoque en premier lieu la chondroplasie. Sur un os donné, il faut déterminer le segment osseux le plus touché, à savoir l'épiphyse ou la métaphyse ou la diaphyse. Ainsi, dans les dysplasies épiphysaires, l'épiphyse est souvent hypoplasique ou irrégulière. Dans les dysplasies métaphysaires, la métaphyse est élargie ou irrégulière. Dans les atteintes du rachis,
le corps vertébral est souvent aplati ou irrégulier. L'atteinte du squelette axial fait évoquer un certain nombre de maladies osseuses constitutionnelles, telles que la chondroplasie en cas d'atteinte du crâne et du bassin, la dysplasie cléidocrânienne en cas d'atteinte du crâne et de la clavicule, la pycnodysostose en cas d'atteinte de la mandibule avec hypoplasie de l'angle mandibulaire, etc. Selon le type de raccourcissement, par exemple, l'atteinte rhizomélique fait évoquer en premier lieu la chondroplasie ou la dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale, et l'atteinte épiphysaire fait évoquer en premier lieu la chondrodysplasie ponctuée ou la dysplasie spondylo-épiphysaire, etc. En fait, le diagnostic repose sur l'aspect clinique, radiologique, mais aussi sur les examens biochimiques tels que le bilan phosphocalcique pour rechercher un rachitisme vitamino-résistant, l'analyse de la moelle osseuse pour rechercher les maladies de surcharge et l'analyse moléculaire et génétique du patient et de sa famille. La classification la plus complète et qui est adoptée actuellement est la classification internationale basée sur la génétique. Nous sommes maintenant à la 10e mise à jour de la classification des maladies osseuses d'origine génétique. Cette classification regroupe les affections congénitales responsables d'une dysplasie squelettique, de troubles métaboliques, de dysostose ou de syndrome malformatif. C'est un large groupe, ça regroupe plusieurs maladies, 461 maladies osseuses d'origine génétique, réparties en 42 groupes, et l'anomalie génétique a été identifiée dans 426 sur 461 maladies dans cette classification. Et à chaque mise à jour, on a plus de gènes découverts et on s'approche des 100% de gènes découverts. On voit ici les 42 groupes de ces maladies osseuses constitutionnelles. On va citer les plus importants et qui nous concernent. Par exemple, le groupe 1, c'est le groupe de mutation du gène FGFR3 qui comporte la chondroplasie, l'hypochondroplasie, la dysplasie thanatotrophique. On peut citer par la suite le groupe 2 et 3, ce sont les groupes de mutation du collagène. On peut citer le groupe 17 qui comporte la dyschondrostiose de Leri-Weill ou la maladie de Madelung. Le groupe 20, c'est les dysplasies avec luxation multiple, telles que la maladie d'Ehlers dans l'os. Le groupe 23, c'est le groupe des ostéopétroses et des pycnodysostoses. Le groupe 25, le groupe des ostéogénèses imparfaites. Le groupe 27, celui des mycopolysaccharidoses. Le groupe 29 qui est important, qui nous concerne nous les orthopédistes, c'est le groupe de désorganisation de développement des composants du squelette qui comporte par exemple la maladie exostosante, la dysplasie fibreuse polyostotique, la fibrodysplasie ossifiante progressive, la neurofibromatose de Recklinghausen, l'enchondromatose, etc. Le groupe 32 qui comporte la dysplasie cléidocrânienne, les groupes des brachydactylies, les groupes de défauts de formation articulaire et des synostoses. Donc, ce sont des maladies très variables, très variées, et nous n'allons pas, dans cet exposé, citer les signes cliniques de ces différentes maladies, mais nous allons voir les problèmes orthopédiques posés par ces maladies en fonction de leur localisation et leur prise en charge. L'atteinte du rachis est à rechercher de façon systématique devant toute maladie osseuse constitutionnelle. Il faut l'évoquer surtout devant la chondroplasie et la mucopolysaccharidose. L'atteinte de la croissance vertébrale va entraîner un rétrécissement du canal rachidien avec trouble de la statique vertébrale à type de kyphose, de scoliose ou de lordose. Il s'y associe une hyperlaxité avec instabilité rachidienne. Un examen neurologique complet est nécessaire, ainsi que des radiographies et surtout une IRM à la recherche de compression médulaire, radiculaire ou de protrusion discale. Avant toute anesthésie générale,
Le dépistage de malformations d'instabilité rachidienne doit être systématique afin d'éviter l'apparition de signes neurologiques lors de la manipulation de la tête, lors de l'anesthésie et surtout lors de l'intubation. Dans la chondroplasie, une IRM est à demander de façon systématique, même en l'absence de signes cliniques, vers l'âge de 6 mois pour dépister une compression médulaire haute par foramen magnum rétréci. Elle nécessiterait une craniectomie occipitale et une laminectomie de C1 réalisée par les neurochirurgiens. Cette malformation pourrait expliquer les morts subites observées chez certains achondroplases au jeune âge. Vers l'âge adulte jeune, les achondroplases se présentent pour des compressions radiculaires par canal cervical ou lombaire étroit. Et c'est le scanner et l'IRM qui confirment le diagnostic et posent l'indication de laminectomie large. Cependant, les complications de ces laminectomies étagées sont fréquentes à type de brèche durale, de complications neurologiques et d'infections. Ces complications représentent 61% dans la série de Hein et al. Allan et al. Préconisent une stabilisation postérieure après laminectomie pour prévenir la kyphose. L'instabilité rachidienne est à rechercher au niveau de la charnière crânio-rachidienne ou la charnière C1-C2. Elle pourrait être expliquée par l'hyperlaxité ligamentaire ou par la malformation ou la pseudarthrose de l'odontoïde. Elle pourrait nécessiter une arthrodèse préventive associée ou non à une libération médulaire. Elenius et al. Ont montré que la fixation solide par vis et tige est supérieure à la fixation par fil de cerclage ou par simple greffe osseuse avec allocaste. Les troubles de la statique rachidienne sont de gravité et d'importance très variables, allant de la simple déviation qui ne nécessite aucun traitement aux déformations très importantes avec un grand retentissement. Elle pourrait nécessiter une stabilisation précoce pour prévenir ou arrêter l'évolution de signes neurologiques sur ces rachis étroits. Cette chirurgie est techniquement difficile sur ces terrains particuliers, avec un taux élevé de complications et un taux important de récidive à préfusion rachidienne si elle est réalisée par voie postérieure uniquement. On présente le cas d'une fille âgée de 18 ans qui a consulté pour cette scoliose dorsolombaire importante avec trouble de la marche. La marche est très difficile, elle fournit beaucoup d'efforts avec un déséquilibre du tronc très important. Les radiographies standards avec bending ont montré donc la raideur de cette scoliose. Il lui a été fait une stabilisation postérieure par distraction avec fixation thoracique haute par des pinces pédiculo-suslamaires pour éviter les crochets intracanalaires et une fixation du bassin par des vis héliosacrées. Ceci a permis une amélioration de la statique rachidienne et une amélioration de l'équilibre du tronc et de la marche. L'atteinte de la hanche est très fréquente dans ces maladies osseuses constitutionnelles. Elle peut être sous forme de coxavara, de fléchissement des hanches ou d'ostéochondrite. La coxavara peut prendre plusieurs aspects selon le type de pathologie. En 2008, nous avons proposé une classification en deux types de ces coxavara. Le type 1 avec tête fragmentée ou non ossifiée, observée dans la dysplasie spondylo-épiphysaire et polyépiphysaire, cette coxavara est souvent grave, s'associe à un fléchissement des hanches et qui ne donne qu'une amélioration partielle après l'ostéotomie de vagisation. Le type 2 avec une tête régulière, et ce type 2 a été subdivisé en deux sous-types. Le type 2A avec un glissement de la tête par rapport au col, observé dans les dysplasies métaphyso-épiphysaires.
Ce sous-type de A nécessite une fixation de l'épiphyse lors de l'ostéotomie de vagisation pour prévenir la poursuite du glissement, et le type 2B sans glissement de la tête par rapport au col et qui est de bon pronostic après ostéotomie de vagisation. Voici le cas d'une fille ayant une dysplasie spondylo-épiphysaire congénitale avec coxavara du type 1, avec flexion des hanches. Il lui a été fait une ostéotomie de vagisation bilatérale avec déflexion du bassin, récidive de la coxavara à droite, hors recul de 2 ans. Une coxavara bilatérale type 2A chez un garçon de 4 ans, ostéotomie de vagisation bilatérale, poursuite du glissement à droite, et ce qui a nécessité une reprise à droite pour corriger cette coxavara. Une coxavara bilatérale chez un garçon de 5 ans ayant une dysplasie cléidocrânienne avec une hypoplasie des branches ilio-ischio-pubiennes, une hypoplasie des clavicules, une dysmorphie faciale avec bosse frontale et mauvaise dentition. Il n'a pas été opéré à cet âge, mais il a été revu à 13 ans avec cette coxavara importante. Une ostéotomie de vagisation a été faite avec bon résultat. Une fille âgée de 5 ans qui a consulté pour une scoliose thoracique droite avec hyperlordose lombaire, traitée par corset de Milwaukee. Elle a un raccourcissement des bras et des cuisses avec une coxavara bilatérale. Les radios du genou et des coudes étaient sans anomalie, mais donc l'atteinte du rachis et de l'extrémité supérieure des fémurs et des humérus a fait évoquer le diagnostic de dysplasie spondylo-épiphysaire. À l'âge de 10 ans, stabilisation de la scoliose, mais poursuite de l'évolution de la coxavara avec tête irrégulière. Il lui a été fait une ostéotomie de vagisation, mais nécrose de la tête fémorale. Il y a une amélioration de la marche, mais poursuite, mais une nécrose de la tête fémorale. L'ostéochondrite dans les maladies osseuses constitutionnelles est différente de l'ostéochondrite primitive de la hanche. Devant toute ostéochondrite bilatérale, il faut rechercher une maladie osseuse constitutionnelle. Par une enquête familiale, un examen clinique et radiologique et une scintigraphie et surtout une IRM qui montre des anomalies de l'ossification plutôt qu'une nécrose épiphysaire. Et enfin, l'évolution permet de trancher. Dans l'ostéochondrite, dans ces maladies osseuses constitutionnelles, n'a pas l'évolution classique de l'ostéochondrite primitive en phase de nécrose, fragmentation et reconstruction. Si excentration de la hanche, une ostéotomie du bassin triple ou qui arrive est indiquée plutôt qu'une ostéotomie fémorale, car ces patients évoluent rapidement au jeune âge vers la coxarthrose et pourraient nécessiter une prothèse totale de la hanche. C'est le cas d'un garçon âgé de 18 ans qui a consulté pour des troubles de la marche avec des douleurs des membres inférieurs et une marche difficile. Il appuie sur ses cuisses pour pouvoir marcher. Les radiographies du rachis ont montré une platie spondyliée étagée avec hyperlordose, une destruction des têtes fémorales et inflexion des hanches, très important. Il lui a été fait une traction au lit avec amélioration après cette traction, amélioration du douleur et de la marche. Ce patient a eu une IRM qui a montré un rétrécissement canalaire qui nécessiterait une libération avec stabilisation du rachis, puis des prothèses totales des hanches pour traiter ce fléchon. Le genou est atteint dans la majorité des chondrodysplasies, car le genou comporte les cartilages les plus fertiles de l'organisme et il supporte plus de contraintes mécaniques plus que les membres supérieurs. Les déformations du genou peuvent être d'origine tibiale ou fémorale et les observer surtout dans les dysplasies métaphysaires. Aux différentes déformations dans les 3 plans s'ajoute la laxité ligamentaire et le traitement repose sur l'épiphysiodèse ou sur les ostéotomies métaphysaires. On vous présente le cas d'un garçon de 14 ans qui a consulté pour un génuvalgum bilatéral avec une luxation bilatérale des rotules. Les radiotélémétriques ont montré un génuvalgum de 12 degrés à droite et 10 degrés à gauche.
L'âge osseux était de 11 ans, donc on a décidé de lui faire une épiphysiodèse asymétrique par des vis. Et à l'âge de 15 ans, au recul, on a obtenu un valgus de 7 degrés à droite et 3 degrés seulement à gauche. Une fille de 7 ans et demi ayant un génuvaron bilatéral et symétrique sur dysplasie métaphysaire. Idéalement, on aurait dû faire une épiphysiodèse externe fémorale et tibiale pour corriger ce génuvaron, mais il lui a été fait à l'âge de 12 ans des ostéotomies diaphysaires avec une correction, une hypocorrection à droite et une hypercorrection à gauche avec un valgome de 18 degrés. Une fille âgée de 8 ans qui a une mucopolysaccharidose avec un génuvalgome bilatéral très important. Cette fille marche en flexion des genoux et en rotation externe des hanches pour pouvoir marcher pour diminuer ce génuvalgome. Ce génuvalgome, en mettant les genoux de face, on a un génuvalgome très important qui disparaît en flexion des genoux et en rotation externe des hanches. C'est pourquoi elle marche en rotation externe et en flexion des genoux. Elle a en plus une luxation permanente des rotules. Son frère a la même déformation. Les radiographies ont montré une destruction des têtes fémorales avec un génuvalgome qui porte surtout sur les condyles fémoraux externes. Les tibias sont pratiquement, n'ont pas beaucoup de déformations. À l'âge de 14 ans, ces déformations se sont aggravées et elle a consulté pour une difficulté de la marche, difficulté importante de la marche. Donc, il lui a été fait des ostéotomies fémorales de varisation et de dérotation avec une amélioration clinique de la marche et de la morphologie des membres inférieurs. Mais on a observé l'apparition de ce varus des chevilles qui était un mécanisme de compensation de son génuvalgome et qui s'est dévoilé après la correction de son génuvalgome. Ce varus s'est amélioré après quelques mois. Une fille de 10 ans qui a un génuvalgome bilatéral important, mais cette fois-ci, il est d'origine tibiale. On voit cette atteinte du tibia proximal avec atteinte de la TTA. Cette fille n'a pas été opérée au jeune âge. Elle est revenue à l'âge de 15 ans pour un génuvalgome avec récurvatum et difficulté de la marche, une marche très difficile. Elle a un récurvatum important de ses genoux. Donc, ce récurvatum a été objectivé surtout en extension et en flexion du genou. On voit ça, c'est le genou en extension. On voit l'importance de ce récurvatum associé au génuvalgome et en flexion, on voit cette déviation. Ce valgome s'améliore en flexion des genoux. Les radiographies sont toujours de mauvaise qualité à cause de l'importance de la déformation. On aurait dû faire un scanner avec reconstruction 3D pour objectiver cette déformation, mais on a décidé d'opérer cette patiente par un abord antéro-interne. On a centré sur la TTA, on a fait une ostéotomie endome curviplane pour la correction des différentes déformations dans les 3 axes. Voici l'aspect clinique et radiologique au recul avec une amélioration de la qualité de la marche. Un autre cas de génuvalgome est récurvatum chez un garçon de 9 mois, mais cette fois-ci, c'est un récurvatum d'origine fémorale et tibiale. Au niveau des chevilles et des pieds, l'atteinte est moins importante qu'au niveau des genoux. Souvent, ces chevilles peuvent subir les déformations sous-jacentes à type de génuvarum et de génuvalgome. Une pathologie est à savoir, c'est l'exostose épiphysaire avec raideur indolore, appelée aussi dysplasie épiphysaire hémimélique ou tarsomégalie ou Trevor's disease, qui s'observe, qui donne une raideur de la cheville indolore. C'est un garçon de 18 mois qui a consulté pour une tuméfaction de la cheville. La radiographie a montré une hypertrophie du talus et de l'extrémité inférieure du tibia avec anomalie de l'ossification et une anomalie aussi épiphysaire
tibiale supérieure, fémorale inférieure et fémorale supérieure. Le côté gauche était intact. C'est une atteinte hémimélique. Donc, ce garçon a été revu à 5 ans avec une cheville bloquée à 10 degrés de talus, avec cette hypertrophie de l'astragale et de la cheville, et cette hypertrophie des condyles fémoraux et de la tête fémorale. Donc, en conclusion, plusieurs déformations qu'on traite dans notre pratique quotidienne sont des maladies osseuses constitutionnelles sans le savoir. Certaines d'entre elles nécessitent d'être connues pour chercher les anomalies associées, prendre les précautions nécessaires lors de la prise en charge et évaluer leur pronostic évolutif. Intervenir précocement par épiphysiodèse temporaire permet d'éviter l'évolution vers des déformations très importantes, surtout au niveau du genou, et prévenir les troubles neurologiques pour les déformations rachidiennes. C'est un domaine en pleine évolution, surtout dans la recherche génétique et les essais cliniques et pour le traitement médical de ces maladies. Je vous remercie.